Bonjour à tous Bonjour. et bienvenue dans ce webinaire. Nous sommes ravis de vous retrouver ici avec Émilie, que je vais laisser après se présenter, pour cette session concernant l'exercice des droits, en particulier sur un titre assez un peu rigolo, comment faire pour que les DSAR ne soient pas open bar. Alors on va essayer d'expliquer un peu ça et puis d'essayer d'apporter un peu de solutions, puisque nous sommes, nous, d'Astra, pour ceux qui ne nous connaissent pas, éditeur d'une solution éponyme, donc un logiciel à destination notamment des DPO pour justement organiser, piloter la gouvernance, la conformité concernant les données à caractère personnel au regard du RGPD et des différentes réglementations qui vont arriver ou qui existent déjà. Voilà, moi je suis Jérôme Demerset, je suis un des fondateurs de Dastra, plus en charge de l'accompagnement des clients au sein donc de la plateforme. Je suis ancien juriste à la CNIL, au service des contrôles, pendant plusieurs années, et je suis accompagné d'Émilie. Bonjour, enchantée, ravie d'être ici pour parler de ce beau sujet qui est les demandes d'exercice de droit. Donc moi je suis Privacy Success Manager chez Dastra, donc principalement chargée en fait de l'accompagnement client sur le logiciel et également comme Jérôme, ancienne juriste au service pour le coup pas des contrôles mais des plaintes à la CNIL. Si on doit parler aujourd'hui des DSAR, alors de quoi on parle? Donc on va plutôt parler des exercices des droits. Le DSAR, ça veut dire Data Subject Access Request, donc les requêtes des personnes concernées concernant le droit d'accès, l'accès aux données qui les concernent. Alors on parle aujourd'hui de ce sujet-là. Pourquoi? Pourquoi maintenant et pourquoi pas avant? Alors on en parlait aussi avant, je vous rassure, mais aujourd'hui ça prend un peu une dimension plus importante au regard du contexte. Première chose, c'est qu'on commence maintenant à avoir un peu plus de recul sur les éléments concernant l'exercice des droits et en particulier ce droit d'accès qui est finalement le droit d'accès et celui qui va un peu être le droit principalement exercé et celui qui va faire le plus parler, celui qui va nécessiter aussi le plus de ressources pour y répondre parce que, évidemment, droit d'accès, qui dit droit d'accès, dit accès aux informations, donc aller chercher des informations et puis communiquer ces informations, qui est vraiment le droit le plus important au regard donc des droits des personnes sur leurs données. Alors, ce que l'on peut déjà constater aujourd'hui, c'est que on a de plus en plus des démarches qui sont artisanales au sein des organisations pour gérer ces demandes d'accès. Alors, je vous ai mis ici quelques chiffres qui permettent un peu de se rendre compte. Alors, il y a un chiffre très important de 200 000 euros, 200 000 dollars par mois pour les entreprises. C'est une source donc d'un cabinet de conseil qui s'appelle IDC qui amène ce chiffre mirobolant. Ça peut paraître énorme, mais il faut prendre en compte que c'est pour des organisations de tout type, de toute taille au regard de cette étude. Ce qu'il faut surtout relever à partir d'un chiffre si important dans l'exercice des droits des personnes, c'est que ça nécessite beaucoup de coûts, beaucoup de ressources. Et en particulier, il y a énormément de coûts cachés à travers ces demandes-là qu'on va retrouver, par exemple le temps passé à communiquer avec les personnes en interne, temps passé à traiter les emails, à revenir vers les personnes pour savoir ce qu'elles veulent exactement, le temps passé à glaner l'ensemble des informations, à faire des vérifications, etc. Et tous ces coûts-là, si on les mesure un par un, on se rend compte que quand même la note peut se relever, être assez élevée sur la gestion en termes de montants financiers. On a aussi une pression importante des régulateurs qui se traduit très facilement en France par un programme annuel des contrôles de la CNIL qui est focalisé sur l'exercice du droit d'accès. C'est une action coordonnée des CNIL européennes pour l'année 2024, donc il va y avoir effectivement des éléments de contrôle, un focus particulier sur ce sujet. Important donc qu'on en parle cette année. Et puis, vous avez aussi déjà des sanctions qui ont été apportées. On estime à plus de 100 millions d'euros de sanctions qui ont été liées aux manquements relatifs aux droits des personnes. Donc c'est un montant très important. Alors, évidemment, si on rentre dans le détail, on va toujours se rendre compte que ça fait partie d'autres éléments qui sont liés aussi
aux sanctions, mais néanmoins, c'est un élément qui aujourd'hui fait l'objet de nombreux contrôles et de nombreuses réprimandes ou sanctions financières. Et puis, il y a une pression du grand public très importante aujourd'hui qui se traduit par notamment des plaintes au regard de la CNIL. Alors ça, ce sont les chiffres de l'année passée. Et pour le 2023, on est à 16 000 plaintes, dont 2 600 rien que sur le droit d'accès auprès de la CNIL. Donc c'est aussi quelque chose qui est très important. On est à plus de 15% de ce point de vue-là. Et puis on a aussi des pressions du grand public, des associations de consommateurs, on l'a vu, des jurisprudences, etc., qui vont de plus en plus donc pousser à justement sortir d'une démarche artisanale de cette demande d'exercice des droits d'accès. Voilà. Pourquoi? Pour démontrer justement qu'on est responsable, qu'on est vertueux sur ce sujet de la protection des données. Alors, je vous ai fait ici un petit récapitulatif des différents moyens de collecte des demandes et qui peuvent traduire justement pourquoi est-ce qu'on est sur quelque chose parfois d'artisanal, pourquoi est-ce que parfois on peut aller sur quelque chose qui est un peu moins artisanal et donc plus utile et plus productif. On a plusieurs moyens, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais vous voyez bien que pour contacter quelqu'un, une entreprise, pour lui demander l'accès aux données qui la concernent, la personne concernée va passer par tous les canaux qu'elle va connaître. Le téléphone, le courrier avec une adresse postale. Souvent, et la plupart du temps, on va avoir une adresse mail donc de collecte de ces demandes qui va être de type DPO, rgpd@mondelentreprise.fr. Et puis, on va retrouver de plus en plus, et ça c'est une bonne chose à mon sens, en combinaison avec l'ensemble des autres moyens, un formulaire de collecte plus spécifique, mieux dédié, mieux organisé, qui va permettre de nombreux avantages. Vous regardez juste le petit slide que je vous ai présenté ici, on voit qu'il y a beaucoup plus d'inconvénients sur les moyens plus artisanaux et évidemment dès qu'on s'approche d'un formulaire de collecte un peu plus organisé, ça devient plus avantageux. Voilà, ça prend un peu plus de temps à mettre en place, ça c'est essentiel et c'est évident. Néanmoins, il faut toujours anticiper le coût que ça peut produire. Voilà. Ce qui va être très important, et je vais laisser la parole à Émilie, ça va être aussi de refléter tous ces moyens de collecte et cette organisation dans des processus bien organisés, justement. Alors, comment on peut essayer de se dépatouiller pour organiser des processus sur des demandes d'exercice de droit, et en particulier l'exercice de droit d'accès? Merci Jérôme. Donc ici, sur cette slide, on voit donc le cycle de vie d'une demande de droit. Donc, comme disait Jérôme, parfois on se retrouve avec des demandes de droit qui arrivent, et c'est vrai qu'on peut se retrouver un petit peu perdu sur la manière dont traiter la demande, comment la qualifier, quoi faire en fait quand on reçoit une demande d'exercice de droit. Quelle qu'elle soit, en droit d'accès, droit d'opposition, parce qu'on parle beaucoup du droit d'accès. Effectivement, ça représente énormément, c'est le droit le plus exercé et qui représente effectivement le plus de plaintes à la CNIL, mais il n'y a pas que ce droit d'accès, il y a d'autres droits qui sont consacrés par le RGPD, il ne faut pas l'oublier. Donc ici, sur cette slide, vous voyez, on peut résumer une demande de droit en fait en 4 étapes. Donc premièrement, on collecte la demande. Donc ici, il va y avoir en fait une analyse quand on reçoit la demande. Donc est-ce que c'est une demande de droit d'opposition, une demande de droit d'accès? Donc là, il y a une préqualification en fait à faire, puisque parfois on peut avoir une demande que la personne qui exerce les droits va nommer droit d'accès, droit d'opposition. Et en fait, quand vous rentrez un peu plus dans le contenu de la demande, dans l'objet même de la demande, vous vous rendez compte que ce n'est pas un droit d'accès. C'est plus un droit de suppression. Voilà, ça c'est quelque chose vraiment qu'il faut faire en amont, en première étape. Après, on a une deuxième étape qui concerne la vérification de l'identité et de l'éligibilité de la demande. Parce que, attention, toutes les demandes d'exercice de droit ne sont pas forcément recevables. Voilà, il faut vérifier l'identité de la personne. Il faut vérifier que la demande est bien complète, qu'on a toutes les informations pour pouvoir la traiter de manière la plus adaptée et la plus qualitative pour la personne concernée. Donc après, en plus, cette étape-là peut être un petit peu plus longue, puisque si vous n'avez pas toutes les informations nécessaires au bon traitement de la demande,
ça peut prendre un petit peu plus de temps. Si vous êtes amené à recontacter la personne pour affiner sa demande. La troisième étape, donc le traitement de la demande. Donc on va faire un petit focus tout à l'heure sur le traitement de la demande. Et enfin, la communication à la personne concernée. Une fois que j'ai réalisé toutes ces étapes, comment est-ce que je communique à la personne? Qu'est-ce que je lui délivre comme information? Comment je lui délivre l'information? Donc ça, c'est pareil, ces deux dernières étapes-là, on va les voir un petit peu, juste après. Et à ce niveau-là, ce processus-là, en interne, doit être complété par de la gouvernance, de la documentation. C'est-à-dire qu'en fait, ces étapes-là, vous devez, on recommande de les formaliser, en fait, notamment par écrit, avec des rôles et un périmètre en fait et des rôles attribués typiquement des relais DPO, pour pas que le DPO en fait se retrouve tout seul à traiter ces demandes d'exercice de droit. Donc comme disait Jérôme tout à l'heure, ça peut passer par différents canaux, un formulaire d'exercice de droit, des demandes une adresse mail de collecte. Et en fait, le DPO parfois est seul quand il a ses demandes d'exercice de droit. D'où l'importance en fait de définir en amont des rôles et des responsabilités et un périmètre vraiment fonctionnel et opérationnel de toutes les personnes au sein de l'entreprise. Typiquement, vous avez dans une entreprise un service RH, le DPO se rend compte qu'il a énormément de demandes de droit d'accès ou de demandes de droit de suppression qui concernent le service RH ou le service client. Et le DPO, plutôt que de se retrouver tout seul à traiter, il peut déléguer et il doit déléguer. C'est-à-dire qu'il doit, par exemple, trouver au sein du service RH ou du service client ou du service comptabilité, vraiment un relais DPO qui sera capable, donc ça implique évidemment de former ce relais DPO, qu'il ait quand même une appétence et une connaissance du RGPD un peu poussée pour aider le DPO. Et vraiment, en fait, ce relais DPO devra en fait avoir un périmètre défini pour après, en interne, lui, redispatcher la demande et afin de pouvoir traiter correctement la demande. Donc, au niveau de la traitement de la demande, on va s'intéresser un peu plus à la manière dont traiter ces demandes. Donc, il y a 3 points essentiels qu'il faut mettre en place au niveau pour bien traiter une demande. Donc, c'est cartographier les données en amont. Donc ça, c'est tout simplement le registre des traitements, en fait, où vous allez avoir vos différents traitements de données personnelles qui sont réalisés par l'entreprise. Donc d'où l'intérêt, en fait, d'avoir votre registre des traitements qui est bien tenu, qui est bien mis à jour, parce qu'en fait, quand vous recevrez des demandes d'exercice de droit, vous pourrez directement aller piocher, entre guillemets, si je peux me permettre ce mot, dans votre registre des traitements, afin de retrouver en fait là où vous avez les données personnelles des demandeurs. Donc ça, c'est vrai que parfois, vous pouvez avoir une structure où vous avez beaucoup d'actifs, beaucoup de bases de données, et en fait vraiment d'avoir une cartographie des données qui est à jour, qui est tenue, qui est régulièrement vérifiée par le DPO et par les équipes, ça permet vraiment de gagner du temps. Voilà, ça c'est vraiment l'étape clé, l'étape essentielle, le registre des traitements. Parce que parfois, les DPO se disent, mais mon registre des traitements, c'est bien, il est beau, mais je l'ai. Et le fait de l'avoir, ça aide effectivement beaucoup ça permet vraiment un gain de temps au niveau pour traiter les demandes d'exercice de droit. Donc ça, je le disais un petit peu avant, il faut responsabiliser ces équipes. Le DPO ne peut pas s'en sortir tout seul au niveau des exercices de droit, parce que ça représente quand même beaucoup de temps. Et il faut vraiment établir une gouvernance qui est solide, qui est ancrée dans le temps, après qui peut bouger évidemment, mais vraiment qui est construite
avec vraiment toute l'équipe, enfin, tout l'interne de la structure, avec des responsables dédiés sur les différentes demandes entrantes, les responsables qui sont chargés de répartir en fait les tâches et les différentes actions, donc notamment les 4 étapes du processus d'une demande qu'on a vu juste avant, voilà, avec et de redispatcher en fait en interne les actions à effectuer. Donc ça concerne vraiment toute. En fait, une demande de droit, c'est pas juste l'affaire, le travail du DPO. C'est vraiment une affaire pour tous parce que toutes les données dans une société, elles sont partout. Donc si vous n'avez pas, en fait, si vous ne connaissez pas le DPO, s'il ne connaît pas le chargé RH, le chargé, le directeur commercial, il ne va pas pouvoir y arriver. Donc c'est vraiment une étape ultra importante de vraiment définir des procédures, des politiques internes à l'écrit. À l'écrit, ça c'est essentiel, vraiment avec des rôles, un domaine de responsabilité, avec vraiment des actions attribuées à chacun. Pour vraiment en fait que à long terme, les demandes soient bien traitées, soient traitées en temps. Ça, c'est pareil, c'est un mois, ça passe très très vite. Donc ça, c'est vraiment des choses qu'il faut mettre. Ça prend du temps, mais c'est un temps que vous gagnerez sur le long terme, vraiment. Voilà, merci Émilie. Et du coup, finalement, on voit bien que la gestion de ces demandes, le processus, évidemment la collecte, la récupération de l'ensemble de ces demandes, eh bien, plus on va essayer de canaliser l'exercice de ce droit, c'est-à-dire de l'organiser, de mettre en place des processus internes, des protocoles, des procédures pour pouvoir bien les gérer, plus on sera serein dans la réponse que l'on doit apporter, d'une part vis-à-vis de la personne concernée, de la personne qui fait la demande, et puis aussi d'autre part pour vis-à-vis de son approche au regard du régulateur, et puis des différentes parties impliquées, que ce soit aussi sa direction, etc. Donc organiser les choses, ce n'est pas un vain mot, pour le coup aujourd'hui dans ce processus, vous l'avez bien compris. Il ne faut pas croire que c'est parce qu'on n'en a pas qu'il ne faut pas mettre en place des processus ou des procédures. On a un de nos clients qui a fait l'objet d'une violation de données, un incident de sécurité, et qui a été assez médiatisé. Et tout d'un coup, contre toute attente finalement, eh bien, le nombre de demandes qu'il a reçues a explosé. À la suite de cette médiatisation, tout le monde s'est dit « Ah mais il y a eu une violation, les données sont ailleurs, eh bien, je veux exercer ma demande d'exercice de droit d'accès pour savoir ce que vous avez sur moi, et puis pour en savoir plus, etc. etc. » Et puis on est dans un contexte où on est tendu, c'est pas rigolo, on a envie de répondre, enfin je veux dire, ça peut être extrêmement anxiogène. Donc l'objectif, c'est effectivement d'apporter de la souplesse, de la sérénité sur cette gestion-là. Et effectivement, aussi de canaliser les demandes. Quand on a des dizaines et des dizaines, ou alors tout simplement des demandes un peu farfelues, qui sont mal exprimées, ou des personnes qui finalement ne savent pas qu'est-ce qu'ils font exactement, ils contactent l'adresse DPO, et finalement c'est pas du tout des demandes d'exercice de droit, etc. Donc, organiser les choses à travers un processus, donc ce que nous on peut qualifier un peu d'industriel, mais je dirais industriel dans le sens un peu noble du terme, hein, c'est-à-dire c'est pas péjoratif, au contraire, c'est plutôt dans le sens d'organiser, de faire quelque chose, des processus qui soient robustes et qui soient pérennes dans le temps. Hein, l'industrie, c'est aussi quelque chose qui voit à long terme. Donc il faut aussi penser ce sujet-là comme quelque chose de complètement imbriqué dans votre organisation et dans vos processus. Et donc, un outil comme Dastra par exemple, un outil peut vous aider à organiser ces choses-là. D'une part, en préqualifiant, on l'a dit, les demandes et en demandant les bonnes informations auprès des personnes concernées. Que ce soit effectivement les informations les plus précises qui vont vous permettre de rapidement identifier la personne, de rapidement pouvoir la qualifier et pouvoir tout de suite la mettre
délivrer la demande auprès des bonnes personnes, des bons interlocuteurs pour répondre. Et là, je vous rappelle, la loi impose les meilleurs délais de réponse, les plus brefs délais, hein, dans un maximum de 30 jours. Donc ça veut aussi dire que ce n'est pas 30 jours, c'est les plus brefs délais. Et donc il faut pouvoir justifier, si on ne répond pas dans les plus brefs délais, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas le faire alors qu'on aurait pu le faire. Vous voyez. Donc l'outil va aider véritablement à faire ça, à centraliser des demandes avec des formulaires, avec aussi des synchronisations entre des boîtes email, avec des possibilités facilement de collaborer autour du même outil et de vous apporter comme ça un peu cette sérénité. Alors, l'outil va ingérer des données à travers différents formulaires, j'en ai parlé, ça va vous permettre d'avoir cet outil de pilotage, d'avoir tout simplement des workflows, des processus, de savoir où est-ce que j'en suis. J'ai une demande qui est arrivée, lesquelles je dois traiter en priorité, voilà, comment je me dépatouille un peu de ce sujet-là, et est-ce que je n'ai pas oublié de répondre. Je le disais pas plus tard que ce matin, eh bien, que la CNIL le rappelait aussi dans son rapport annuel, que l'absence de réponse, ce n'est pas possible. Ce n'est pas parce que la personne n'a pas de données dans notre organisation qu'il ne faut pas lui répondre. Donc il faut traiter systématiquement toutes les demandes. Voilà. Donc dans un processus bien organisé. Ça permet aussi de faire du reporting, bien évidemment. On a une activité, c'est une nouvelle activité pour beaucoup de gens. C'est difficile parfois d'avoir de la visibilité. Le reporting, c'est le meilleur moyen de prouver, voilà, de mesurer notre temps de travail, de mesurer les efforts fournis, les ressources nécessaires, et de pouvoir ensuite alimenter un bilan, etc. Donc sans outils, c'est difficile de faire un reporting un peu précis, puis d'avoir un beau graphique à la fin à montrer à sa direction. Et puis, évidemment, on peut utiliser les outils pour s'aider à travers de l'aide à la décision, par exemple, des petits process tout simples, des niveaux de risque automatiquement calculés, et puis l'intelligence artificielle qui arrive aussi de plus en plus dans les outils, et en tout cas chez Dastra, on l'a implémenté de manière assez profonde pour justement faire bénéficier tous les DPO, on en reparlera ultérieurement, tous les DPO et les métiers sur le sujet de l'IA. Ça va vous permettre finalement d'avoir des éléments de qualité et d'être beaucoup plus productif sur ce sujet. Hein, c'est-à-dire vraiment de se sentir à l'aise. J'ai une demande, il n'y a aucun problème. Eh bien, je la traite et je la passe dans mon tunnel et elle sortira de bien traitée. Voilà. Ça va vous apporter des tas de réponses aussi à des tas de questions que vous vous posez. Voilà. Est-ce que je respecte bien les choses, etc. Qui fait quoi? À chaque fois, on se pose cette question. Alors, je suis perdu face à une demande. Eh bien, ce système-là ne sera plus possible. Et puis, l'outil, c'est aussi quelque chose qui se connecte à d'autres outils. En tout cas, nous, chez Dastra, on permet la connexion à des outils externes. On peut faire de l'automatisation, évidemment, on peut faire de la personnalisation, on peut se brancher à d'autres outils pour pouvoir automatiser une demande d'opposition qui soit branchée au CRM, pour pouvoir vérifier que la demande de suppression n'est pas contredite par le fait qu'il y ait un contrat avec la personne concernée. Et ce genre d'exercice des droits peut être aussi mis en place facilement, en tout cas il peut y avoir des branchements qui sont faits. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est tout à fait complémentaire et c'est dans un processus très organisé, complémentaire aussi au processus privacy by design. Le mieux est effectivement que les personnes puissent exercer elles-mêmes leurs droits à travers les outils qui sont à leur disposition. Néanmoins, tous les outils ne le feront pas et puis il y aura toujours une démarche manuelle. Donc il va falloir prendre en considération tous ces systèmes-là. Et ça, on croit véritablement que l'industrialisation à travers l'outillage nécessaire est indispensable. Alors, si on devait finalement apporter un peu quelques éléments de conclusion, moi je dirais qu'il y a un maître mot important dans ce sujet-là, c'est arriver à automatiser. Alors, automatiser, qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas un gros mot, automatiser, c'est pas compliqué d'automatiser. Automatiser, finalement, ce n'est que mettre en place des processus bien établis. C'est-à-dire, quand on fait un protocole, voilà, on part d'un point A, on va jusqu'au point D, on passe par les étapes B et C, on automatise d'une certaine manière, finalement, la gestion, le suivi des choses à faire, on n'a pas besoin de beaucoup réfléchir. Et donc, cette automatisation, on peut aussi la compléter avec de l'outillage, et l'outillage permet justement de paramétrer un certain nombre de choses, etc., et puis de récolter des demandes, et puis de bien faire les choses de manière très sereine. Ça va vous permettre vraiment de gagner du temps, de vous gagner aussi en assurance sur ce sujet-là, et
véritablement de vous concentrer sur d'autres sujets qui peuvent être très importants. La demande de droit d'accès, c'est une demande qui est finalement assez banale. C'est pas tellement là que le délégué à la protection des données est attendu dans sa fonction principale. Il va être plus attendu dans la gestion des risques, dans l'accompagnement de l'organisme pour lequel il est désigné, et finalement dans les demandes peut-être compliquées. Mais la plupart du temps, les demandes, il faut que ce soit quelque chose qui soit simple à mettre en place, facile comme le demande le RGPD, et derrière, pour ça, il faut se donner les moyens de le mettre en place. Il ne faut pas avoir peur de ça, c'est pas très compliqué. Honnêtement, mettre en place un formulaire de collecte, ça me prend 5 minutes, et ensuite, on le positionne, on le met à la place d'un email, et derrière, les choses se mettent assez facilement. Donc, du temps, de l'efficacité accrue, de l'automatisation, c'est vraiment quelque chose qui va vous aider à vous dépatouiller, à sortir et à ne pas faire en sorte que les demandes de droit d'accès aux données des personnes qui les concernent, eh bien, ce ne soit pas quelque chose open bar. Voilà, merci beaucoup pour nous avoir écoutés et à très bientôt. Rendez-vous le 18 juin sur notre stand ou sur notre site d'astra.vu pour en savoir plus.